Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice au changement pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans notre 4e série Ma santé au naturel en compagnie du docteur Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qui l'enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, et auteur de ce nouveau livre Mes remèdes phyto aux éditions Erol en partenariat avec Métamorphose, livre qui est tiré de la série du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel. Cela ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les méandres et les spécificités de la mémoire, comment la préserver et l'entretenir au naturel. Bonjour Jean-Christophe Charrier. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à qu'est-ce que la mémoire ? Existait-il une place dédiée à la mémoire dans le cerveau, comme un endroit spécifique où seraient stockés tous les souvenirs et informations importantes de nos vies ou pas ? Ah, vaste question, et je ne sais pas si on a encore totalement la réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, qui est très précieuse par rapport à au moins à la fonctionnalité de la mémoire. Mais on n'est pas un ordinateur avec des espaces de stockage. Des espaces de stockage, ouais. Ça ne marche pas comme ça. Un cloud, ça serait super. Et puis ça dépend de quelle mémoire on parle aussi. Il y a tellement de mémoires différentes. Donc le sujet est très vaste. L'implication anatomique, on connaît des réseaux de connexion. On a des idées maintenant avec les IRM dynamiques de voir des zones qui s'allument, des zones qui s'éteignent en fonction d'eux. Ouais, les neurosciences ont beaucoup apporté. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai moi-même beaucoup de choses à apprendre là-dessus, comme nous tous, puisqu'on est sur une science qui évolue. Néanmoins, on a quand même des recettes et des ressources pour accompagner déjà les petits problèmes du quotidien qu'on peut avoir dans la mémoire qui concerne un peu tout le monde. Oui, c'est surtout ça qu'on va traiter aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans cette technicité, mais ces petits soucis où on se dit mince, je ne sais plus où j'ai posé mes clés de voiture, c'est pas normal, je perds la mémoire. Tout ça, ça peut s'expliquer par des mécanismes de fonctionnement, oui. D'accord. Donc ça, on va en parler. Alors, quel type de mémoire il existe ? Les mémoires anciennes, la mémoire, j'imagine, immédiate. Est-ce qu'on peut un peu les classifier ? Alors, il y a plusieurs classifications qui existent, effectivement. Ce qu'on va retenir, nous, c'est qu'on a une mémoire qui nous permet de savoir qui on est déjà, d'où on vient. C'est notre mémoire de notre vécu. Il y a une mémoire de choses qu'on va aller apprendre et qui vont faire notre culture peut-être, ou qui va contribuer en partie à notre culture, du moins à ce qu'on est capable de restituer dans notre culture. Et puis il y a les mémoires immédiates
dont on n'a pas forcément un intérêt d'usage pour le long cours, et que notre cerveau va faire le tri et effacer ces éléments-là. Ou archiver en tout cas. Ou archiver. Et parfois on croit qu'on a effacé des tranches de vie parce qu'elles n'étaient pas importantes ou qu'on n'y a pas attaché d'importance, et il se trouve qu'en fait ces mémoires existent quand même, et donc on peut aussi aborder ces mémoires-là par différentes techniques en psychologie, avec l'hypnose. Voilà, mais moi je suis pas dans ces thérapies-là, je suis pas praticien de ces thérapies-là, donc je sais que ça existe. J'avais envoyé mes patients sur ces techniques d'hypnose pour accéder à ces mémoires cachées quelque part. Ce sont des mémoires quoi, corporelles, cellulaires ? C'est les mémoires électriques, je dirais, parce qu'en fait toute la dynamique de ce que j'ai pu apprendre sur les neurosciences, c'est toutes ces connexions électriques qu'on a dans le cerveau et des réseaux de connexions qui entretiennent en fait une mémorisation. Il y a une partie structurelle, parce qu'on sait que l'hippocampe, par exemple, va changer de taille en fonction de nos capacités mémorielles. On sait que dans l'Alzheimer, on a un rétrécissement de taille de l'hippocampe. On sait que chez les personnes qui passent leur diplôme pour être chauffeur de taxi à Londres, c'est un diplôme qui est extrêmement dur, parce qu'on demande à un chauffeur de taxi à Londres de pouvoir tracer la route la plus courte du point où on est jusqu'à un endroit qu'on lui précise sans lui donner une adresse précise, mais en disant c'est à côté de l'hôtel machin, et lui il est capable de savoir. Donc il faut qu'il ait une vision en 3D de Londres et qu'il puisse faire son propre GPS dans sa tête. Avant même que le GPS existait, ces hommes étaient capables de le faire. Et à niveau d'intelligence identique, il y a des personnes qui arrivent à passer leur diplôme et d'autres qui ne le passaient pas. Et à l'époque, il y a eu une étude qui a été faite sur le volume de l'hippocampe de ces étudiants-là. C'est des études qui durent pas loin de 4 ans, si je ne me trompe pas. Ça fait un peu loin que j'ai lu ça, ma mémoire me joue peut-être des tours. Mais on s'était aperçu que en fait, ceux qui avaient passé leur examen, ils avaient obtenu une augmentation du volume de leur hippocampe, et ceux qui n'arrivaient pas à passer leur examen n'avaient pas pu augmenter leur hippocampe. Donc ça veut dire qu'il y a une plasticité. Voilà, il y a une plasticité. On a fait des études également sur, je crois, le serin, qui a son chant amoureux, chez le mâle serin. Et on sait que le chant n'est jamais le même d'une année sur l'autre. Mais sur une année, il y a une sorte de mode, et donc tous les serins de voisinage chantent à peu près la même musique. Donc il y a de la copie, on va dire, et qu'au fur et à mesure que le taux de testostérone monte dans le serin mâle, le chant devient de plus en plus riche, avec des modulations, des variantes, histoire de justement, par rapport aux autres, d'être celui qu'on va être reconnu, parce que c'est le but. Et qu'une fois que la période des amours est passée, que le taux de testostérone diminue, ce chant s'appauvrit et s'oublie. Donc il y a une sorte d'Alzheimer tous les ans chez le serin par rapport à l'acquisition de ce champ sur lequel il a pu aller à la plus haute performance. Et on a pu aussi mesurer, je ne sais pas comment ils ont fait parce que c'est quand même tout petit, mais ils ont pu mesurer le volume de l'hippocampe de ces serins. On a vu qu'il y avait effectivement une corrélation entre l'augmentation de la testostérone, l'augmentation du volume de l'hippocampe et l'augmentation de la richesse du champ, et puis l'appauvrissement après avec tout qui décroissait en même temps. Donc il y a effectivement des choses très complexes qui sont physiques, enfin qui sont pondérables dans de la matière, et puis il y a des choses qui sont plus électriques, qui circulent et qui nous permettent d'aller chercher des choses. Il y a on n'en tirera pas la conclusion que chez l'homme, la testostérone augmente le niveau du champ. Oui, faut demander à Julio Iglesias pour ceux qui l'ont connu. Oui, ou à de grands guerriers, voilà. si voilà. ils savent chanter. Mais par contre, ça a commencé à porter des débuts de preuve que les hormones génitales avaient un rôle sur nos acquisitions, notre capacité mémorielle. Nos hormones sont très très liées en fait avec cette capacité de mémoire. Et moi, c'est un peu là-dessus que moi je travaille, surtout dans la fonctionnalité de tout ça. C'est ça. Alors, quelle différence on pourrait faire entre l'amnésie, l'Alzheimer, la démence sénile, simplement des oublis ? Comment distinguer un peu toutes ces choses, ces mots, des pathologies, etc. Parce que tout de suite, évidemment, il y a le grand spectre de l'Alzheimer en ce moment. L'Alzheimer ou la démence sénile, en fait, c'est la même chose. Sauf que ça ne remonte pas si loin que ça, parce que je ne suis pas si vieux que ça, mais quand j'ai fait mes études, il y avait la démence sénile et la démence Alzheimer. Donc on distinguait les deux choses. Et ce qu'on mettait dans la démence Alzheimer, c'était des personnes qui étaient loin d'être vieux et qui faisaient une démence comme une démence sénile.
Donc, on s'est rendu compte en fait que c'était la même démence, sauf qu'on a plus de chances de la faire quand on est âgé que quand on est jeune. Mais il y a des gens qui peuvent faire de l'Alzheimer à 30 ans, et des gens qui peuvent être très diplômés, parce que moi je me souviens à l'époque d'avoir vu un film documentaire d'une accompagnante et de son mari qui était Alzheimer, et son mari était dentiste, il avait 35 ans. Donc voilà, c'est une dégénérescence particulière qui peut s'aggraver avec l'âge ou qui peut être liée à des toxiques. On a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette démence-là. Il y a des démences qu'on va appeler vasculaires. Vous nous direz quand même si vous avez une idée d'où ça vient. Oui, j'ai des petites idées. Oui, j'imagine. on va y revenir, et puis avant j'aurai une autre petite question, mais je vous laisse finir. Il y a d'autres démences qui sont les démences vasculaires, et donc qui sont aussi des pertes de mémoire. On devient dément parce qu'on n'est plus en phase avec le monde. C'est pour ça qu'on le considère comme dément, entre guillemets, qui est un mot qui peut être critiquable, mais bon, on parle de démence. Qui porte presque un jugement dans l'inconscient. Oui. Après, ça dépend si on est dans du vocable médical ou dans du vocable courant. Et souvent, en tant que médecin, si je vous parle de débilité, ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez d'être un débile. C'est tout à fait un autre vocable. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. On est dans du grand public. Donc, si je vous parle de démence de type vasculaire, c'est qu'on a des petits vaisseaux qui peuvent se boucher ou qui peuvent se déchirer, faire des micro-AVC, des choses comme ça, à répétition, qui n'ont pas forcément beaucoup de signes quand ça apparaît, et qui parfois sont de façon très insidieuse, et qui, eux, vont perturber ces petits vaisseaux dans notre cerveau, qui vont donc appauvrir certaines zones du cerveau en oxygène, totalement. Là, on a carrément un infarctus d'une zone du cerveau, et une nécrose, et ça, on le voit. Mais parfois, c'est simplement un appauvrissement local d'oxygène sans qu'il y ait forcément une nécrose, qu'on a jusqu'à ce bout-là. Pour autant, c'est des zones où les conductions électriques se font beaucoup moins bien, parce que les neurones ont besoin d'oxygène pour fonctionner, tout simplement. Et donc, on a une démence qui est différente de celle de la démence d'Alzheimer. Parce que dans ces démences vasculaires, il y a des moments où les personnes sont tout à fait très bien, très cohérentes, et il y a des moments où elles peuvent rentrer dans des répétitions, dans des choses qui peuvent devenir un peu incohérentes. Mais en général, il y a une mémoire qui persiste et qui peut surprendre justement par rapport à ces dissociations qu'on a. Des choses anciennes notamment. Des choses anciennes. Dans la démence d'Alzheimer, l'Alzheimer, il ne peut pas percevoir le fait que lui, il perd la mémoire. Donc en fait, ce qui fait qu'il va rentrer dans une paranoïa. C'est-à-dire que s'il ne trouve plus les objets, c'est qu'on lui a forcément volé. Il ne peut pas remettre en cause qu'il ne sache plus où il les a mis. Quand il répète 10 fois la même chose, il n'a pas conscience qu'il a déjà demandé. Ouais. Et il peut ne plus reconnaître les personnages qui vivent avec eux. Ce qui est douloureux. Ouais. Ce qui est très douloureux. Ils peuvent même ne plus reconnaître le sexe, c'est-à-dire parler à un homme et une femme, un homme et une femme en disant elle, alors que c'est un homme qui est devant. Elle, c'est une voleuse, en parlant de son conjoint, par exemple. Donc, on peut retrouver les bijoux qui ont été volés, qui sont les petites chaînettes qui tiennent le bouchon du robinet, ou des papiers de bonbons qui brillent. Et ça a été considéré comme des bijoux. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un peu cette mémoire d'avoir eu un petit trésor caché et qu'on nous a volé. Et ce trésor, en plus, n'a pas de sens. Une façon aussi de distinguer ces types de démence, c'est que quand vous mettez un plateau repas devant un dément d'Alzheimer, il va déstructurer totalement son repas. Donc, il peut commencer aussi bien par le dessert. Il n'y a plus d'idée de... Voilà, il va mettre la moutarde à la place du beurre. Enfin, il peut faire des choses comme ça. Alors que le dément vasculaire, lui, il restera organisé le plus souvent dans son repas. Donc, l'entrée, c'est l'entrée. Le plat de résistance, c'est le plat de résistance. Et le dessert, c'est le dessert. Il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Il y a moins de perte de repères quand même. Il y a moins de perte de repères. Il y en a quand même, parce qu'autrement on ne parlerait pas de démence, mais voilà, c'est des petites choses qui sont différentes. Vous mettez tous les vêtements sur le bord du lit, l'Alzheimer va enfiler le pantalon comme un pull, alors que le dément vasculaire, le pantalon, il va l'enfiler comme un pantalon. Il peut éventuellement le mettre à l'envers, mais ça sera quand même un pantalon. Oui. Ouais, ça, c'est des petites nuances qu'on peut voir. Et tout ça, ça a trait à la mémoire, parce qu'on a appris un jour que ça, c'était un pull, que ça, c'était un pantalon, et que ça se mettait de cette façon-là. On est dans ces mémoires-là tous les jours. Si on n'avait aucune mémoire, on ne pourrait pas vivre, en fait, ce serait impossible. Donc là, on est parti sur le côté un peu pathologique de ces mémoires-là. Après... Ma petite question, peut-être, avant qu'on arrive trop dans le détail, c'est est-ce que la mémoire, on est doté quand même d'une mémoire acquise ou innée ? Est-ce qu'on voit certaines familles où, de manière héréditaire, il y a des mémoires colossales ? On parlait hors antenne de ces personnes qui parfois arrivent à mémoriser un bottin en entier, ou la cartographie de New York en survolant en hélicoptère, etc., où on voit que là, c'est phénoménal.
c'est phénoménal et ça peut même être une souffrance. Il y avait, c'est des modes de fonctionnement du cerveau qui peuvent être peut-être génétiques ou de transmission. Il y a eu de très très belles émissions qui ont été faites par Jean-Claude Amessen sur France Inter, sur les épaules de Darwin, sur la mémoire, où il y a énormément d'exemples qui sont intéressants et où vous pourrez aussi apprendre beaucoup de choses vraiment pratiquement en technique, avec des témoignages, comme ces personnes qui vont associer des lettres avec des couleurs. Et cet enfant de 6 ans qui dit, alors qu'il est dans la salle d'attente du pédiatre, en train de jouer avec les cubes, où vous savez, ces cubes où il n'est peut-être pas 6 ans, il est peut-être même plus petit que ça, mais où il y a des lettres, et qui dit à sa maman, c'est bizarre parce qu'ils se sont trompés dans les couleurs. Et sa maman lui dit, ah, toi aussi tu trouves que c'est bizarre qu'ils se soient trompés dans les couleurs, et de quelle couleur tu vois le A? Moi je vois de telle couleur. Et sa maman qui lui dit, ben moi aussi. Et donc c'est des gens qui ont un mode de fonctionnement de cerveau, ils vont associer des lettres à des couleurs, ou ils vont faire des associations comme ça. Et ça, en fait, pour se souvenir d'un événement, ils vont peindre un tableau, et ce tableau leur permet de restituer les choses. Comme d'autres personnes qui, on parlait du bottin par exemple, c'est un Russe qui était très connu pour ça, où il pouvait lire plusieurs pages d'un bottin, et puis après, il suffisait de lui demander, bottin fermé bien sûr, quel est le nom de la personne qui se trouve à la 4e colonne, 10e ligne, et quel est son numéro de téléphone, et lui, il le sortait quasiment tout de suite. Et ça, c'est une capacité mémorielle innée, alors, chez lui, par exemple ? Alors ça, c'est de l'inné, et c'est aussi l'utilisation de notre cerveau. Et lui, quand on lui demandait comment vous faites pour vous souvenir, il dit, moi, tout simplement, je construis une ville, et chaque page, c'est une rue, chaque colonne, c'est un immeuble, et dans chaque immeuble, j'ai les noms des gens, donc il suffisait, on lui disait 3e colonne, 6e ligne, pour lui, c'était le 3e immeuble, 3e étage, et puis 6e étage. Voilà. Donc, et puis, voilà. Donc, mais il fallait quand même avoir une capacité de photographier, parce que même moi, si j'essaye de construire une ville en lisant le bottin, je ne vais pas arriver à faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment eux, ils restituent. Oui. Il y avait un artiste, du moins quelqu'un qui a utilisé sa mémoire comme une prestation artistique, et qui se déplaçait de ville en ville, et on lui donnait des listes de choses à savoir, et il les restituait, il faisait son show comme ça. Et cette personne a arrêté de faire ces spectacles-là parce que 10 ans plus tard, elle se souvenait que dans telle ville, c'était telle liste qu'on lui avait donnée. Donc ça lui prenait tellement la tête. C'est les hypermnésiques, des gens qui oublient rien du tout. Et c'est donc aussi, c'est pas forcément un avantage de tout savoir. Donc c'est bien d'oublier tout ça. Si je vous raconte tout ça, c'est pour dire que c'est bien d'oublier. Ça fait un tri naturel. C'est normal de l'oublier. Et ce qui est important, c'est de retenir ce qui nous est essentiel. Et ce qui est important, quand on perd un mot, un sujet, c'est pas forcément de se dire qu'on a perdu la mémoire, parce qu'on peut être surpris 2 jours après, alors qu'on est en train de conduire sa voiture, que ah oui, ce tel acteur, c'était tel nom. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre cerveau pour que ça sorte? On ne sait pas vraiment. Parfois, on a des moyens mnémotechniques pour revenir sur un souvenir, et ce dont on ne se souvient plus, parfois c'est le moyen mnémotechnique pour y arriver. Donc il suffit qu'on revienne dans ce moyen-là, et puis paf, ça s'éclaire, et tout de suite. Voilà, ça c'est toute la magie en fait du vivant en fait. Mais c'est vrai que ça pose aussi cette question de moments dans la vie où on a plus ou moins de mémoire qu'à d'autres. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous l'altérer? Je pense en particulier un stress intense, la fatigue, mais aussi des périodes de vie, peut-être la grossesse, ménopause, le cycle féminin, que sais-je encore? Ouais, ça c'est la partie qui me paraît la plus intéressante pour le quotidien, pour mon quotidien de praticien en fait, c'est de travailler sur ces inconforts mémoriels, on va dire, plutôt que des pertes de mémoire. Sur le fait qu'on retrouve plus le rouleau d'essuie-tout dans la cuisine, et puis d'un seul coup on le retrouve dans le frigo, et on se dit je vais pas bien, pourquoi j'ai été mettre mon rouleau d'essuie-tout dans le frigo? Alors rassurez-nous, ça arrive un peu à tout, enfin pas forcément de cet exemple-là, mais ça arrive à tout le monde, ce truc de oulala, je commence à m'inquiéter. Alors ça c'est très lié. Alors il y a plusieurs choses, mais la fatigue et le manque de sommeil sont liés à ces manques de mémoire. C'est lié au fait qu'on a une mémoire, on va dire, ritualisée. Donc il y a des choses qu'on fait de façon ritualisée, et donc sur lesquelles on a cette mémoire-là qui nous permet de faire cette chose-là, et pour autant, on ne va pas imprimer qu'on est en train de le faire. Il n'y a pas de conscience. Voilà, il n'y a pas de conscience. Et ça peut vous arriver quand vous prenez votre voiture après votre journée de travail, que vous êtes fatigué, que vous rentrez à la maison, et arrivé à la maison, vous dites « J'arrive à la maison, mais en fait, est-ce que je me souviens plus si je me suis arrêté au feu rouge ou pas ?» Voilà, tout ça, vous l'avez fait.
Parce que autrement, il y aurait eu un accident, puis vous auriez été dangereux. Donc, vous étiez dans une conscience du moment. C'est l'automatisation. Voilà, mais vous êtes dans une mémoire automatisée. Et donc, il n'y a pas besoin de garder cette mémoire en tête. Elle n'a pas d'utilité, en fait. Donc, le cerveau, quelque part, il nettoie ça. Il y a donc cette fatigue chronique qui s'installe, le manque de sommeil. Si vous essayez de vous priver de sommeil pendant 3-4 jours, vous allez voir que la mémoire, ça flanche. Les soucis, on a parlé des stress, les soucis. Et là, j'aime bien prendre un exemple qui est un peu extrême. C'est plus qu'un souci, c'est une agression réelle. On vous a agressé, on a voulu vous donner un coup de poing ou vous étrangler. Vous avez été agressé, vous êtes au poste de police, vous êtes en train de porter plainte. Et on vous dit à quoi ressemble votre agresseur. Est-ce qu'il avait des moustaches? Je ne sais pas. Quelle était la couleur de ses yeux? Je ne sais pas. Et en fait, toute personne qui a subi un grand stress comme ça, ou un attentat, ou n'importe quoi, on se demande des détails sur le coup, on n'a pas mémorisé ça. Parce que ce qui était important dans l'agression, c'était de se sortir de l'agression. C'est la charge émotionnelle. Voilà, c'est la charge émotionnelle et surtout optimiser notre capacité adaptative de notre corps, de la survie, pour trouver la solution pour se sauver de ça. Vous êtes en train de faire des tonneaux dans une voiture, la voiture elle va aller scratcher sur un peuplier et exploser, et d'un seul coup vous vous retrouvez assis dans l'herbe et la voiture explose. Et vous n'avez aucun souvenir de comment vous êtes sorti de la voiture. Donc on dit il a été éjecté de la voiture. Ok, je veux bien. Mais la plupart du temps, on fait, c'est que... Et au cinéma, on vous résume bien ça en mettant du ralenti dans ces scènes qui peuvent être... et qu'est-ce que vous avez fait? Pendant tout ce temps, vous avez été dans une hyper perception de ce qui se passait avec un arrêt du temps. Et c'est pour ça qu'on vous met du ralenti au cinéma. Et pendant ce temps-là, pendant que vous faites les tonneaux, vous avez la capacité à dégrafer votre ceinture de sécurité, à percevoir quelle est la vitre qui a explosé par laquelle vous pouvez sortir du véhicule, et au bon moment, vous savez vous éjecter vous-même du véhicule. Oui, ça paraît cascadeur quand même. Voilà, ça paraît cascadeur, mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qui peut se passer dans ces situations-là. Et la personne n'a aucun souvenir de tout ça. Vous êtes en train de cueillir des cerises au milieu d'un champ, puis il y a un taureau qui fonce sur vous. D'un seul coup, le temps s'arrête et votre cerveau, il vous dit tu as une possibilité, c'est de monter en haut du cerisier, mais tu vas y passer toute la journée et puis c'est pas sûr qu'après, voilà. Tu as une deuxième possibilité, c'est de traverser le champ et de sauter par-dessus le mur et tu te retrouves de l'autre côté. Et le taureau, il court à telle vitesse, il vient vers moi dans tel sens. Est-ce que moi j'ai la capacité de courir jusqu'au mur? Oui, j'ai la capacité de courir jusqu'au mur. Et donc je décide de faire ça et je cours. Il y a un roncier, je le traverse, j'ai pas mal, je me déchire la peau partout, c'est pas grave, j'ai pas mal, je continue, je saute le mur et le taureau il arrive. Film, là. Ouais. Voilà. Et ça, et une fois que je suis de l'autre côté du mur, racontez-moi la scène. Je suis incapable de vous raconter parce que mon cerveau, il a focalisé toute son énergie sur cet événement-là. Et donc il n'a pas enregistré. Mais il l'a enregistré quand même quelque part. Et donc quand vous avez subi une agression, quand vous avez subi un attentat ou quand vous avez couru à cause d'un taureau, ce qui est moins dramatique quand même, c'est toujours important. On vous parle de cellules de dégrisement qu'on peut faire après les attentats, tout ça. Maintenant, on a cette conscience-là et on met des psychologues et on fait débriefer ça parce que ces scènes-là que vous n'avez pas enregistrées, quelque part, rentrent dans votre inconscient et vont polluer le restant de votre vie. Donc, vous allez faire des cauchemars, vous allez être perturbé, vous allez avoir des phobies, vous allez avoir des peurs. Et tant que vous n'êtes pas dans la confrontation de ça, on n'y arrive pas. Et ça, c'est vraiment important de le travailler parce que parfois, vous avez une angoisse dans votre vie, vous ne savez pas pourquoi. Et en fait, dans votre enfance ou même un peu plus âgé, vous avez pu subir un traumatisme que vous avez vécu comme un traumatisme et qui n'en était pas forcément un pour l'entourage qui était autour de vous. Un sentiment traumatique. Surtout les enfants. Les enfants sont là-dedans jusqu'à 7 ans. Les enfants, ils construisent un monde un peu imaginaire et donc parfois, ils ont des traumatismes alors qu'il n'y avait rien qui les a traumatisés, mais eux l'ont vécu comme un traumatisme et ça a pu modifier leur perception du monde et modifier leur comportement. Donc ça, c'est des vieilles mémoires aussi qui peuvent ressurgir, il faut aller les traiter. Alors si on revient à nos oublis du quotidien, effectivement, on parlait des clés, etc. On peut... alors, il y avait 2 questions. Il y avait effectivement à quel moment il faut s'inquiéter. Et puis l'autre question, c'était vraiment autour de... ça y est, je l'ai oublié. La mémoire. La mémoire, justement. C'est un bon exemple de ces questions qui partent et qui viennent.
Voilà. À quel moment alors il faut s'inquiéter quand on a oublié ça? Non, et puis vous n'aviez pas répondu à une partie de la question justement sur cette mémoire-là. Bon, on y reviendra après. Je pense que par rapport à ces mémoires, ces pertes de mémoire parce qu'on est fatigué ou parce qu'on est dans du stress du quotidien. Quel moment de la vie peuvent nous... C'était ça. Voilà. Alors on a parlé je parlais des règles. Est-ce qu'il y a des moments plus propices? On a parlé des stress, donc c'est là où vous avez parlé de tout ça. Donc l'amnésie quelque part mémorielle. Oui. On a traumatique. Il y a du traumatisme en général dans l'amnésie. Oui. Pour avoir une amnésie, en général, il y a un traumatisme où il y a ce qu'on appelle les ictus amnésiques, des personnes qui le matin se réveillent, font toute leur journée et se retrouvent garés sur un parking à 3-4 villes de là où ils sont et ils savent plus pourquoi ils sont là. Et là, ils sont en conscience de mais qu'est-ce que je fais là? Et donc ça, c'est inquiétant. Non, mais c'est vrai que les mémoires traumatiques, c'est très troublant aussi, parce que quand on voit, moi j'ai fait quelques podcasts sur le sujet des agressions sexuelles de l'enfance, où une personne a vécu peut-être pendant 10 ans une agression sexuelle répétée, et vraiment, c'était pas qu'une fois, quotidienne parfois, et n'en a aucun souvenir conscient. Oui. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a pu repousser la péremption par rapport à ces plaintes portées, parce que parfois ces souvenirs avec un événement de vie peuvent ressurgir brutalement. Oui, il ne devrait pas y en avoir d'ailleurs. Voilà. Et il ne devrait pas y en avoir en plus. Mais bon. Il n'y a pas de prescription, quoi. Je veux dire, c'est des faits qui sont... Mais bon, avant, on était à 10 ans, et je crois que c'est repoussé à 30 ans, donc ça redonne quand même de l'espace pour donner ce potentiel de ressortir ses souvenirs. Oui, et puis c'est des histoires qu'on peut avoir du mal à comprendre. Pourquoi il y a eu autant de choses et que l'enfant ou l'adolescent n'a jamais rien dit. Mais il n'a jamais rien dit parce qu'il s'est mis dans une bulle de protection et qu'il a oublié au fur et à mesure que ça se passait. Donc ça, c'est tout le contexte du stress. Et c'est lié dans le fonctionnement de l'adaptation, c'est lié à une hormone particulière qui s'appelle l'ACTH. Et cette ACTH, c'est l'hormone qui stimule vos surrénales. Et les surrénales, c'est celle qui gère la survie. Gérer la survie dans l'instant. Et l'ACTH, justement, c'est elle qui va effacer ces mémoires quand vous êtes en train de courir pour échapper au taureau, ou vous êtes en train de dégrafer votre ceinture de sécurité pour sortir de la voiture alors qu'elle est en train de faire des tonneaux. C'est cette ACTH qui vous donne cette impression de temps qui s'arrête, d'une hyper perception de ce qui se passe et de vous permettre de faire l'acte de survie. Et donc cette ACTH, elle efface les choses. Et à minima, sans être dans ces situations extrêmes qui existent, mais qui expliquent bien le mécanisme, à minima, vous, Anne, moi, n'importe quel auditeur d'entre nous qui nous écoute, qui a eu un petit stress aujourd'hui, va oublier des événements de la journée, et quand on va lui poser, il va se dire... Ah oui, la réunion de 11h, mais de quoi on a parlé à la réunion de 11h? Et puis ça va mettre un peu de temps avant de revenir. Ça nous arrive quand on enregistre des podcasts. Qu'est-ce qu'on a enregistré tout à l'heure? Voilà. Parce qu'on est dans une dynamique adaptative, et donc il y a des choses qu'on ne va pas mémoriser, et parce que notre cerveau, ou nous-mêmes, notre cerveau c'est nous-mêmes, oui. Quelque part. Nous-mêmes avec notre petit cerveau. Voilà, et estimons que ce n'est pas quelque chose d'important à retenir pour l'avenir. Quand vous faites un grand voyage, est-ce que vous vous souvenez de chaque instant de votre grand voyage? Alors que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de faire un voyage. Non, il y a des moments forts qui vont marquer. Et alors, ce qui est extraordinaire et ce qui est terrible quelque part, c'est que c'est souvent la blessure marque plus que la joie. Et on se souvient beaucoup plus des blessures que des joies. Et ça, c'est bien dommage. Mais c'est pour ça que quand on est en thérapie, qu'on veut faire un point d'ancrage, on fait toujours penser à un mouvement heureux. Tous ceux qui ont fait un peu de méditation ou de choses comme ça, on vous dit, pensez à un endroit que vous aimez bien, où vous vous reposez, ou un moment heureux que vous avez vécu. Tout simplement, c'est pour vous forcer à aller chercher de la joie dans votre cerveau, qui sont d'autres molécules, et vous imprégnez de ça. Parce qu'en fait, c'est surtout les événements agresseurs que vous allez mémoriser aussi, enfin les moments agresseurs, les moments où vous n'êtes pas dans la plénitude. Mais parce que là, encore une fois, c'est notre cortex ancestral, parce qu'il y allait de la survie de l'espèce. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Et il faut se souvenir de là où se trouve le danger, pour ne pas y retourner ou pour avoir une stratégie contre, que là où il y a la joie,
Voilà, on est en vie, donc tout va bien. Ouais, c'est ça. Donc on retient pas. On retient pas. Et c'est bien dommage, parce que ça serait quand même... c'est dommage pour les hommes de maintenant. Voilà. Et dans notre société où on n'arrête pas de courir, où le temps, on n'a plus de temps, en fait, tellement les choses sont brèves, et où il y a beaucoup de dépression, parce qu'on n'est que dans la visualisation de tout ce qui est dur dans notre vie, et en plus on nous le renvoie de façon assez brutale, ce qui est dur dans notre vie, et on en oublie d'être disponible pour ce qui est heureux dans notre vie. Donc du coup on n'imprime pas qu'il y a des moments heureux dans notre vie, et on a l'impression d'être toujours dans... Alors qu'on n'a pas à plaindre, franchement, quand on vit en Occident, on a globalement accès à tout, quel que soit notre niveau de ressources. C'est pas comme les gens qui sont... moi, j'ai vu des enfants à Madagascar à 3 ans en train de faire les poubelles sans parents autour d'eux. C'est pas notre vie là. Donc, on devrait pas être dans cet état de mal-être. Or, on est peut-être plus malheureux que dans ces peuples où ils sont extrêmement pauvres, parce que eux, ils sont dans d'autres obligations, dans d'autres urgences, et l'interrelation et l'humanisme est beaucoup plus fort, en fait, et donc les moments festifs sont beaucoup plus importants que dans nos sociétés modernes, où on n'a plus le temps d'aller à un mariage, où on n'a plus le temps de fêter un anniversaire, où on n'a plus le temps de faire des moments dans une famille ou dans un collectif qui sont des moments joyeux. On ne prend plus le temps de faire un pot au départ en retraite d'un collègue. Et puis avec la crise Covid, on a tout supprimé. Donc maintenant, on ne va plus prendre le réflexe de refaire un pot pour le collègue qui s'en va. Or, c'est des moments heureux qui doivent marquer la vie. Quand adieu, monsieur le professeur. Hein, quand il y avait un enseignant qui partait, on lui faisait une fête. Ça ne se fait plus. Donc, voilà. Alors pour revenir à cette question du non mais c'est important de rappeler tout ça et d'être dans la gratitude, et puis c'est vrai que ce cerveau reptilien qui a tendance à nous emmener vers la survie, comme dit le professeur Bruce Lipton, on n'est pas en train d'être chassé par un sabre à dents de tigre, donc on n'est plus en mode survie la plupart du temps. Sauf pour des personnes qui sont dans des états de situation en guerre ou atypiques. Alors, si on revient sur cette fameuse question de je suis dans mon quotidien, je commence à observer que j'ai des petites pertes de mémoire, et puis là, il y a un focus souvent qui se fait dessus. C'est-à-dire que je commence à peut-être avoir un peu peur en me disant « oulala, là j'arrive », je commence à oublier des choses, est-ce que c'est grave ? Est-ce que le fait de commencer à ruminer là-dessus... Ça arrange pas les choses. Ça arrange pas les choses parce qu'on se crée un auto-stress, et cet auto-stress aggrave la perturbation mémorielle. Donc, alors à quel moment on met le curseur ? À quel moment on se dit ok, là il faut que je consulte, j'ai quand même un problème de mémoire, et puis les choses du quotidien dues à la fatigue, à la période, tout ce qu'on a dit précédemment font que finalement ça passera et ça ira mieux demain. Il y a oublier un événement et se rendre compte qu'on a oublié un événement, et oublier un événement et ne pas s'en rendre compte. Et quand on nous dit, il y avait cet événement, tu avais rendez-vous tel jour chez le dentiste, par exemple, ça revient même plus, quoi. Je me souviens même pas avoir eu un problème dentaire, et je me souviens même pas avoir pris mon téléphone pour appeler le dentiste. Là, ça commence à poser problème, et là, ça peut être intéressant quand même d'aller faire une consultation mémoire. Vous avez des services de neurologie à l'hôpital qui vous font des consultations mémoire. On a plein de tests à faire qui prennent un peu de temps. Ça se fait dans une consultation qui va vraiment évaluer si on a vraiment une pathologie qui est en train de s'installer, ou si vous êtes simplement dans un état d'extrême fatigue. Ou de distraction. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des gens qui ont des personnalités plus distraites ou plus cool, et c'est vrai que ça peut s'aggraver aussi à ces moments-là, même pour ces gens-là. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas forcément à s'inquiéter. Non. Ce qui est inquiétant, c'est quand c'est le conjoint qui commence à dire ma compagne ou mon compagnon perd la mémoire. Il y a des choses qu'il n'imprime pas. Et Claude, il dit mais non, c'est pas vrai. Et si, c'est là où ça commence à devenir inquiétant. C'est-à-dire que la personne qui perd la mémoire n'a pas conscience de cette perte de mémoire, alors que ceux qui vivent autour s'en rendent compte. Quand soi-même, on vient se plaindre au médecin en disant « Docteur, je perds la mémoire », en général, c'est pas grave. D'accord. C'est ce qu'il faut retenir. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Non, alors justement, c'est ce que j'allais dire. On va en venir aux solutions. Est-ce que toute perte de mémoire est définitive, déjà ? Non, je pense pas. Je pense pas. Une perte de mémoire, si c'est une perte qui est liée suite à un AVC ou un accident vasculaire, qu'il soit cérébral, qu'il soit hémorragique ou ischémique, s'il y a des pertes qui sont acquises là, risquent de devenir séquelaires, et là, c'est définitif. Mais globalement, sur les pertes de mémoire qu'on peut avoir, normalement, on peut les retrouver. Après, la mémoire, il faut le voir
faut le voir comme un muscle. Si on n'exerce pas le muscle s'atrophie. Et la mémoire, si on ne l'entretient pas, elle s'atrophie aussi. Nos jeunes, et en particulier nos adolescents grands là, qui sont en train de passer le bac ou qui sont dans leurs premières années de fac, eux, ils sont dans une hypercapacité mémorielle, mnésique, parce qu'ils apprennent plein de choses qu'ils restituent. Et ils apprennent des cours, des concepts nouveaux, et ils ont des interros sur lesquels ils doivent restituer. Donc, non seulement ils apprennent, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont appris, et il faut qu'ils soient capables de le restituer. Et puis, en fin d'année ou en fin de cursus, là, pour ceux qui vont passer le bac, on va leur demander de nous restituer tout ce qu'ils ont appris pour leur bac depuis qu'ils sont rentrés à l'école. C'est depuis la primaire, même la maternelle, c'est des connaissances accumulées qui nous permettent d'être aujourd'hui en train de passer le bac. Et on les voit, ces pauvres adolescents qui sont surmenés à travailler et à réviser et à bachoter en permanence, mais là, ils construisent de la mémoire. Mais une fois qu'on a fini notre étape de vie d'apprentissage, même si on fait de longues études ou pas, mais une fois qu'on a arrêté d'apprendre et de restituer, on vit sur nos acquis. Et beaucoup de personnes restent sur ces acquis-là. Et quand on vieillit, eh bien, le fait qu'on n'ait pas exercé la mémoire, ça devient difficile d'apprendre des choses nouvelles. Alors que des personnes qui sont tout le temps dans l'apprentissage, toute leur vie, et c'est pour ça que c'est important de faire de la formation continue. C'est important de faire des breaks parfois dans son métier pour aller apprendre des choses autres que celles de son métier, parce qu'on reste dans une zone de confort quand on apprend dans ce qu'on connaît. D'accord, mais on apprend quand même. On apprend quand même. Oui, mais si je ne suis pas capable de restituer ce que j'apprends, là, je vais dire que j'ai des troubles de mémoire. Le bridge, par exemple, il y a beaucoup de gens qui se mettent au bridge à la retraite. C'est super pour entretenir la mémoire. Il y a plein de calculs à faire, plein de choses comme ça. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'incite beaucoup. Si mes patients me disent, pourtant, je fais des exercices, je fais des mots fléchés, des mots... Non, là, vous vivez sur la mémoire acquise, pas sur la nouvelle mémoire. Oui, apprendre une langue, voilà. Etc., c'est bien. Donc, allez apprendre une langue, restituer. Apprenez des comptines pour les chanter à vos petits-enfants, mais des comptines nouvelles, pas celles qu'on vous a chantées quand vous étiez petit. Oui, avec ses propres enfants. Ça, c'est important parce que c'est des choses nouvelles. Et le fait de faire ces choses nouvelles qu'on restitue, ça entretient notre capacité mémorielle et elle est puisée encore plus facilement dans notre mémoire déjà acquise. Alors, comment est-ce qu'on peut faire aussi pour prévenir des maladies type Alzheimer ? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait concrètement ce qu'on peut faire ? Alors, on ne sait pas parce qu'on n'a pas encore trouvé le traitement qui effacerait l'Alzheimer. On sait par contre qu'il y a des facteurs aggravants ? Il y a des facteurs aggravants. Alors, on a beaucoup incriminé la toxine d'alumine. Les sels d'aluminium ? Oui, les sels d'aluminium qu'on avait sur les casseroles qui étaient en aluminium en après-guerre. Les déodorants ? Alors, c'est autre chose, ça encore. Mais le problème des casseroles, nos grands-mères ou arrière-grand-mères qui ont fait un Alzheimer ne mettaient pas forcément de déodorant. Il faut plusieurs années pour dégrader les choses. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en après-guerre, on a utilisé beaucoup de casseroles en aluminium. Et puis le papier alu ? Alors, c'est encore autre chose. Ouais, c'est plus récent, le papier alu ? Oui, parce que le papier alu, il ne s'oxyde pas. D'accord. Mais votre casserole qui a cuit que vous avez lavé, que vous rangez, vous reprenez le lendemain, ce ne sera pas oxydé. Mais si vous l'avez lavé, que vous l'avez rangé, que vous la reprenez, votre confiturier, que vous ne prenez qu'une fois par an, par exemple, pour faire vos confitures, eh bien, il aura créé cette alumine. La louche à crêpes, qu'on n'utilise pas toute l'année, mais qu'on utilisait qu'à certaines périodes, elle aura accumulé cette oxydation. Et ça, de façon chronique, vous allez absorber ces sels particuliers d'aluminium qui, eux, ont un effet toxique pour le cerveau. Mais tous les aluminiums n'ont pas un effet toxique pour le cerveau. Donc, il faut d'abord qu'ils aient cette capacité à passer la barrière ménagée et venir être toxique. Donc ça, on l'a particulièrement dans cette vaisselle qui n'existe plus aujourd'hui. Et là, c'est la dose qui fait le poison ? C'est la répétition. C'est la répétition. C'est la répétition qui crée le poison. Et aujourd'hui, normalement, il n'y a plus aucune casserole en aluminium ni louche en aluminium. Pourtant, ça traîne encore. Et je pense que dans beaucoup de familles, la louche à crêpes est encore la louche de mamie. Puisqu'on n'en fait pas tous les jours, donc on se passe, on se donne. Et c'est souvent des louches en aluminium, donc jetez-la ou mettez-la en décoration. Mais ma grand-mère bretonne disait toujours ne jamais utiliser de métal dans les crêpes. Voilà, elle avait bien raison. Et donc on utilisait toujours des cuillères en bois. Ah, super. Alors, c'était pas forcément des louches, c'était des grandes cuillères, mais peut-être que dans l'inconscient, ils savaient des choses. Il y avait ça. Donc ça, c'est une grande chose. Après, il y a énormément de toxiques qui sont rentrés dans notre alimentation moderne. On ne parle plus de nos grands-parents, mais on parle de nous et de comment on sera quand nous serons plus âgés. Il y a beaucoup de pesticides qui font des atteintes neurologiques qui pourraient être incriminés. On en a déjà incriminé dans le Parkinson.
Donc il y a certainement beaucoup de ces produits qui peuvent avoir aussi un rôle sur cette démence de type Alzheimer. Oui, parce qu'il y en a plus, c'est en très forte augmentation. L'agriculture industrielle... mais les Alzheimer. Alors, c'est difficile parce qu'en fait, c'est une maladie qui est codifiée depuis peu de temps. Donc, c'est difficile d'extrapoler les choses. Parce qu'avant, on parlait de démence sénile, et dans ces démences séniles, il y a un packaging dans lequel on met toutes les démences, en fait, sans distinguer l'Alzheimer de la démence vasculaire, tout ça. Donc, à mon avis, les statistiques, elles ne sont pas tout à fait concrètes. C'est difficile de dire qu'il y en a plus ou qu'il y en a moins. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont quasiment tous diagnostiqués maintenant. Oui. Donc, dans 5 générations, on pourra, à mon avis, vraiment faire du distinguo pour savoir s'il y a de l'aggravation ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des Alzheimer qui sont réversibles ? Je pense que quand on est rentré en dynamique d'Alzheimer, ce qu'on peut être capable de faire, c'est au mieux de bloquer ce mécanisme, au moins pire de pouvoir ralentir le développement. Mais on n'a pas encore trouvé de médicament miracle à ce niveau-là. C'est pour ça que la prévention est importante. Et c'est pour ça qu'en prévention, c'est important d'avoir une bonne alimentation qui va bien nourrir notre cerveau. C'est important de faire des exercices de mémorisation de choses nouvelles, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est important de faire attention aux outils qu'on utilise pour faire notre cuisine. C'est important de manger des poissons gras qui sont importants pour notre cerveau. C'est important de manger beaucoup d'aliments riches en vitamine B qui sont importants pour notre cerveau. Et c'est important d'être attentif. Alors la vitamine B, on la trouve où ? Alors on peut la trouver dans de nombreuses céréales. Il y a certaines vitamines B qu'on trouve que dans la viande, la B12 par exemple, qui est importante par rapport au métabolisme du fer. Et le métabolisme du fer, c'est l'oxygénation du corps et donc entre autres l'oxygénation du cerveau. On peut la trouver en complément alimentaire. Et où là vous avez des petits cocktails de vitamine B qui sont très bien faits, donc vous pouvez faire des cures de ça pour être sûr d'avoir votre bonne dose. C'est bien de le faire justement quand on prend un peu d'âge et qu'on a l'impression qu'on peut peut-être un petit peu perdre la mémoire, de faire des cures régulièrement. Alors c'est bien de le faire quand on prend un peu d'âge, c'est bien de le faire quand on est étudiant, quand on est en phase de révision, puis on va optimiser aussi la capacité de notre cerveau à assumer ce qu'on est en train d'apprendre. C'est bien aussi de dire à nos jeunes de prendre le temps de dormir parce que en fait, l'acquisition, le fait d'imprimer ce qu'on a appris dans la journée se fait pendant la nuit. Notre cerveau, et on en parlera quand on fera peut-être un podcast sur le sommeil, je crois qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait, ouais. Saison 1. Saison 1. On n'a peut-être pas parlé de ça, parce que le sujet est vaste, mais notre sommeil est un moment important pour notre cerveau de digérer psychiquement, mais aussi physiquement, tout ce qu'il a vécu dans la journée et de compartimenter et de classer les choses. Et pour les étudiants, faites-vous des fiches et juste avant de vous coucher, vous lisez juste la fiche de la chose importante de ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous avez fait des maths, on vous a expliqué plein de choses, mais il y a une formule à retenir. Cette formule, vous la mettez sur une fiche et le soir avant de vous coucher, vous lisez cette fiche. Et puis une semaine après, vous la relisez avant de vous coucher. Et puis un mois après, vous la relisez. Et ça, c'est acquis en général pour toute la vie, sans avoir fait beaucoup plus d'efforts. Voilà. On sait aussi, par exemple, que si on marche en même temps qu'on apprend, on apprend mieux. Pourquoi ? Parce qu'on oxygène mieux le cerveau. Donc maintenant, il y a des étudiants qui ont le tapis de marche dans leur chambre et qui marchent en même temps qu'ils révisent. Comme ça, ils ne se cassent pas la figure, c'est plus facile. Mais tout ça, c'est des astuces qu'on a comprises maintenant et qu'on ne savait pas avant. Mais voilà, c'est des choses simples. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors évidemment, je repense au docteur Nadia Wolf qui, elle, en acupuncture, donne ce point qu'on a donné dans le podcast de la mémoire. Elle dit que quand elle est arrivée en France, elle parlait très mal le français, qu'elle venait de Russie, qu'elle a dû repasser son diplôme de médecine dans une langue qui n'était pas la sienne. Et donc, elle faisait beaucoup cette activation d'acupuncture du point de la mémoire en partant de la base des cheveux. Je ne sais plus si c'est 3 ou 4 doigts. Vous réécouterez le podcast ou vous regarderez sur son site internet. Mais voilà, moi, je leur dis toujours à mes enfants d'activer ce point. Ça peut être intéressant aussi comme petite astuce. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? La vitamine D est-elle importante aussi pour la mémoire ? La vitamine D, elle est importante globalement pour notre dynamique d'adaptation. Et comme la mémoire est sous l'emprise de l'adaptation, la vitamine D est évidemment fondamentale. Sans rentrer dans plus de détails, c'est suffisant à mon sens pour qu'on soit attentif à la vitamine D qu'on a, soit qu'on la prenne naturellement avec le soleil ou avec notre alimentation, soit qu'on vienne supplémenter. Et plus on habite au nord de l'hémisphère, plus il faut supplémenter en vitamine D.
Alors, on a fait un podcast aussi complet avec le docteur Dupont sur la vitamine D. C'est vrai qu'on va privilégier de la vitamine D plutôt naturelle. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais ça, moi, je suis partisan des thérapeutiques d'extraction naturelle, donc c'est tellement évident pour moi que c'est bien. Merci Anne de le préciser. Voilà. Non, parce que beaucoup de gens prennent encore des ampoules, une grosse dose. Et alors ça, c'est autre chose. Même naturel, si on prenait une trop grosse dose, cette ampoule qu'on peut donner au trimestre, moi, je suis pas tout à fait pour, parce que c'est un peu perturbant au niveau physiologique. Les médecins adorent parce qu'on est sûr qu'il y a une observance. Si on l'a oublié le lundi, on le prendra le mardi. C'est pas grave, c'est pour tout le trimestre. Mais quand on fait une prescription tous les jours et qu'on l'a oublié un jour, c'est une dose perdue. Néanmoins, la physiologie, elle aime pas ces grosses doses parce que l'organisme, il n'est pas prévu pour recevoir ces grosses doses. Elles ont un seul intérêt, ces grosses doses, c'est quand on est vraiment dans la carence qui entraîne le rachitisme et qu'on est vraiment dans des choses, dans des dimensions extrêmes. C'est pour ça qu'il ne faut pas interdire la vente de ces ampoules. Mais il faudrait vraiment les cantonner pour des cas très particuliers. Qu'on arrête de donner des ampoules aux personnes âgées en maison de retraite, qu'on les sorte de leur chambre et qu'on les mette dehors au soleil déjà. On faisait ça autrefois, on ne le fait plus. Avant, dans les centres d'enfants malades, on sortait les enfants malades sur la terrasse. Il y avait des bains de soleil. Il y avait des bains de soleil, il y avait des chaises longues, il y avait des couvertures. Vous n'avez plus ça dans les maisons de retraite aujourd'hui, ça c'est un scandale. Donc on fasse ça d'abord avant de donner des ampoules aux gens. Oui. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'on fasse de l'humain, tout simplement de l'humain, et déjà, on règle ces problèmes. Qu'on apporte de façon régulière de la vitamine D dans l'alimentation. Donc, manger des poissons gras, manger du foie de morue. C'est super bon, le foie de morue. Alors, tout le monde fait « Ah !» Mais pourquoi ? Parce qu'on a ces images d'huile de foie de morue qu'on donnait autrefois, et qui était, c'est une huile qui rancit très vite. Donc, effectivement, si vous avez un flacon que vous l'ouvrez, en 2 jours, il est rance, et c'est dégueulasse. Et pourtant, il apporte quand même la vitamine D. Mais maintenant, on a de la vitamine D en huile comme ça qui peut être encapsulée. Donc, elle ne rancit plus. Puis, votre boîte de conserve de foie de morue, il a de l'huile dedans, mais c'est l'huile qui a rendu le foie. Donc, il faut manger cette huile. Et quand vous l'ouvrez, c'est l'huile fraîche. Elle n'est pas rance. Si vous la gardez 12 heures au frigo, elle commence à prendre un goût de poisson un peu fort. Si vous la gardez 2 jours, c'est pas bon. Donc, la boîte de foie de morue, on l'ouvre, on la mange. Et l'huile, on le met dans le riz ou dans les pâtes ou la salade. Ou la salade qui sont à côté. Et c'est une huile très fine et qui a quasiment pas de goût. Donc, si vous faites ça déjà 1-2 fois dans la semaine pendant l'hiver, déjà, vous avez naturellement un bon apport. Si vous restez au moins, quand il y a du soleil, si vous avez une exposition au moins de vos 2 avant-bras au soleil pendant 20 minutes, et quand il y a du soleil, en général, il ne fait pas trop froid, s'il n'y a pas de vent, dans un endroit abrité autrement. Oui. Mais là, vous avez vos 20 minutes de soleil. Oui, c'est parfait. Et c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en vitamines ? On a parlé des vitamines B. Là, on peut trouver des complexes effectivement naturels qui sont très bien formulés. Vous en avez un à nous recommander en particulier ? Moi, j'utilise Beprev, effectivement. Beprev, qui est un produit du laboratoire Motima, qui est un petit comprimé à prendre régulièrement, qu'on fait en cure de 3 semaines, par exemple. D'accord, donc là, on peut donner aussi aux ados à partir de quel âge ? Ça, dès qu'ils sont en révision pour leurs examens, moi, je leur en donne systématiquement. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est très bien. Donc BD, on en a parlé. Qu'est-ce qui favorise d'autres Des oméga 3. Oui. Donc les DHA et les EPA, les deux, plus ou moins l'un que l'autre, mais on peut faire un mélange des deux, il n'y a pas de problème. C'est les poissons gras et les huiles de poisson gras. D'accord. Ça, c'est très important pour la mémoire et puis globalement pour tout ce qui est neurologique. On pense aussi peut-être à l'huile de krill. L'huile de krill, bien sûr, qui est très riche en oméga 3 aussi. En plus, ces huiles, elles ont une activité... tous ces oméga 3 de poisson ou de krill, qui sont des petites crevettes, le krill, c'est la nourriture de la baleine. Donc, tous ces éléments-là favorisent toute la protection cardiovasculaire, favorisent également un bon psychisme, favorisent un bon vieillissement des yeux, favorisent la lutte contre le cholestérol négatif, favorise la protection contre toutes les maladies articulaires. Donc, au-delà de la mémoire, manger régulièrement des oméga 3, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, mangez-les, c'est-à-dire sous forme de poisson ou de crevettes ou de choses comme ça. Et puis, si vous n'aimez pas ça pour les végétariens ? Ou si, en fait, un végétarien, il prendra pas forcément les capsules d'oméga 3, parce que ça vient malgré tout d'un animal. C'est pour ça. Quelle est l'alternative pour Je vous pose la question. Et oui. Docteur Charrier. On en a plein autour de nous. Bien sûr. Eh bien, il faut travailler avec les huiles végétales qui sont intéressantes, qui apportent quand même des éléments nutritifs pour notre cerveau. Les bonnes huiles, l'huile de noix, qui est très importante, par exemple. L'huile de noisette, que j'aime bien aussi, qui a en plus des propriétés anti-inflammatoires digestives.
l'huile d'olive, la grande huile d'olive. Alors, première pression, mais surtout non filtrée. Ne prenez pas d'huile d'olive filtrée, vous perdez 80% des bienfaits de l'huile d'olive. Donc, il y a un dépôt, c'est pas forcément très bien, ça vous oblige à secouer la bouteille de temps en temps, mais prenez cette huile d'olive, c'est vraiment important. Et pour finir, est-ce qu'on a fini sur de la supplémentation ou pas ? Non, parce qu'il y a les pollens qui sont très intéressants. Donc, et ruche... puis peut-être certaines plantes ? Alors déjà, toutes les plantes à visée vasculaire vont nous protéger pour la bonne oxygénation de notre cerveau. Ça, c'est vraiment important. Et on va donc le ginkgo, qui est très très bien connu, dont on a fait un médicament qui est le Tanacan, et qui est donné même par des médecins très classiques pour favoriser l'oxygénation du cerveau. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Il y a la petite pervenche, qui est aussi une plante majeure pour la vascularisation du cerveau, que j'aime bien utiliser, de laquelle on a pu extraire un médicament pour la cancérologie, qui est une hémisynthèse, parce que l'homme n'a pas été capable de synthétiser totalement cette molécule-là. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes puissances, mais pour dire que la plante, elle est riche en principes actifs et en solutions. Après, ça dépend des concentrations qu'on va prendre. Mais la petite pervenche en extrait fluide, dont on prendra 10 gouttes matin et soir, est très, très, très bénéfique pour cette oxygénation du cerveau. Très bien. Bon, ça, c'est une bonne chose à savoir. Quand je pense oxygénation du cerveau, je pense aussi à certains arts corporels. On pense au Wu Tao, yoga, toutes ces méthodes cohérence cardiaque, etc., qui permettent à la fois de recréer aussi des circuits neuronaux. Et c'est bon pour notre cerveau, mais c'est bon pour l'ensemble de notre corps, pour l'ensemble de nos tissus. On a besoin d'oxygénation. Et si vous n'avez pas d'oxygénation, vous n'arrivez pas à libérer l'énergie cellulaire, parce que, in fine, une cellule, elle se nourrit quoi ? Elle se nourrit de sucre et d'oxygène. Tout ce que vous mangez, que ce soit de la viande, des graisses ou du sucre, va se transformer en sucre à un moment donné dans votre corps. C'est pour ça que ça ne sert à rien de rajouter du sucre à l'alimentation. Vous avez largement ce qu'il faut. Et au niveau de la cellule, ce glucose, en présence d'oxygène, va prendre feu, et c'est ça qui donne l'énergie, pour parler simple. Et si vous n'avez pas les deux en synergie, votre cellule, elle n'a pas d'énergie, et donc elle va mourir. Donc oxygéner, et comme on est des sédentaires, on a tendance à bloquer un peu notre diaphragme. Quand on fait des travaux consciencieux, on se met en apnée, parce qu'on est attentif à ce qu'on fait. Or, on se prive d'oxygène, donc de temps en temps, on se met à bâiller. On est un peu surpris. Ça, c'est un réflexe qui vous dit « Oh, là, j'ai vraiment besoin d'oxygène, tu vas bâiller, même si tu veux pas, tu es obligé de le faire. » Mais en fait, il ne faudrait pas arriver au bâillement. Il faudrait, en conscience, régulièrement faire de grands inspires, des grands soupirs. Et quand vous êtes sédentaire, quand vous avez une activité physique extérieure, en général, vous avez largement l'oxygénation qui vous convient. Alors c'est vrai, quand je pensais à des activités corporelles, je pensais à l'oxygénation, mais je pensais aussi à recréer des circuits neuronaux qui sortent de l'ordinaire. C'est vrai qu'on a toujours tendance à faire le même type de gestes, même dans les pratiques qu'on a au quotidien, de yoga, etc., faire les mêmes postures. Et donc là, sortir, encore une fois, comme avec la mémoire, vous preniez l'exemple des jeux fléchés tout à l'heure, sortir des sentiers battus pour recréer d'autres circuits mémoriels, corporels aussi. Voilà, il faut sortir de ces zones de confort, comme on dit tout le temps. Il y a ce qu'on sait faire, puis il faut aller voir le reste. Toute cette c'est Tai Chi Chuan, avec toute cette gymnastique chinoise, avec des mouvements très complexes à apprendre à faire au ralenti. Ça, c'est une mémorisation qui est intéressante. Et en plus, ça fait travailler de la coordination motrice dans l'organisme, qui est importante. Quand vous faites simplement de la rééducation fonctionnelle, parce que vous avez eu une entorse à la cheville et un plâtre et que la cheville ne marche plus, la rééducation, c'est pas que la mécanique de faire bouger la cheville. Ça, c'est peut-être un peu ankylosé à cause du plâtre. Il faut mobiliser, mais c'est surtout reprendre et reconstruire ces schémas mémoriels qui dit que quand le gros orteil appuie de telle façon, mon cerveau sait que mon corps est dans telle position. Et donc toutes ces choses-là sont vraiment importantes. Et donc faites du mouvement et puis cassez vos habitudes. La répétition est importante pour imprimer des choses, mais c'est important pour la régularité aussi. Pour la régularité, mais c'est aussi important de casser les habitudes pour aller voir autre chose et sortir de sa zone de confort de temps en temps pour rentrer dans d'autres rituels, d'autres habitudes. Et c'est comme ça qu'on va s'enrichir personnellement et avoir des outils pour notre vie qui nous permettront d'être le plus performant possible. Super. On arrive à la fin de ce podcast, sauf si vous avez quelque chose à ajouter d'important, on va s'arrêter là pour ce sujet sur la mémoire et qui était la fin de cette 3e série Ma santé au naturel avec vous, Dr Charrier. J'en profite pour vous remercier infiniment, évidemment. Merci Anne et merci à votre écoute, à vous tous, et de nous suivre sur Métamorphose.
Docteur Jean-Christophe Charrier, merci infiniment. On peut retrouver tous ces conseils dans le nouveau livre « Mes remèdes phyto » aux éditions Erol, comme je l'ai dit en introduction, en partenariat avec Métamorphose, puisque ce livre est tiré de cette série de podcasts. On y retrouve vos meilleurs conseils de santé phyto regroupés dans un seul ouvrage. On peut ainsi vous retrouver sur le site iempi.fr et trouver évidemment des médecins formés aussi à cette pratique. N'hésitez pas à écouter ou réécouter les 3 autres série santé en 6 épisodes avec le docteur Charrier. Tout ceci ne remplaçant évidemment pas une consultation personnalisée chez votre médecin traitant. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.